Que c'est bon de nous retrouver dans notre milieu naturel, notre beau pays, la Côte d'Ivoire, après avoir passé plus d'un mois au Maroc pour vivre avec vous, chers téléspectateurs, cette merveilleuse Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et ce soir, loin des passions, loin des émotions, à tête reposée, nous allons ensemble faire le bilan de cette compétition dans son ensemble, mais surtout, bien sûr, la participation des éléphants de Côte d'Ivoire en nous projetant sur le mondial qui arrive à grands pas. Saïdati Ouassati Koya, comme on le dit au Maroc, merci d'être en notre compagnie. Bonsoir, c'est parti. Édition spéciale, merci à vous, édition spéciale, contenu spécial, public spécial, invité spécial, là ce soir, tout sera spécial pour vous, rien que pour vous, et nous allons faire ensemble le bilan de cette compétition, et je ne serai pas seule, je suis ce soir avec la rédaction sport, comme on le dit en Côte d'Ivoire, je suis avec mon Bonyi qui est dans les tribunes ce soir, et ensemble, nous allons passer un très bon moment. Ne vous attendez pas à une émission classique, hein. Nous allons nous éclater, nous allons parler de cette compétition. Et pour l'instant, sur ce plateau, je suis avec mes chroniqueurs, les membres de la rédaction qui me servent de chroniqueurs ce soir. Salut Fouattara, bonsoir. Bonsoir. Fouattara, eh bien, vous avez géré ici, hein, vous avez coordonné toutes ces éditions ici à Abidjan. Ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé dans l'ensemble, surtout qu'on a un Samuel Metch, on a un Jean-Baptiste Assoin, on a un Roger Stéphane C, on a toute une team qui nous a accompagnés. En tout cas, tout s'est bien passé ici à la 3. Et on a été heureux de pouvoir bénéficier également de l'assistance de ce charmant public qui est encore... Salif Ouattara, vous savez, la RTI, c'est un grand groupe, la télévision, la radio, le digital et bien d'autres structures, bien sûr, pour la RTI. Et ce soir, je suis également avec un membre de la radio qui, lui, a quand même eu une double casquette lors de cette Coupe d'Afrique des Nations. Roméo Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, Catito. Non seulement pour la RTI, mais aussi la CAF qui vous a sélectionné pour commenter certains matchs, ça veut dire tout simplement qu'il y a de bons éléments à la RTI. Oui, on va applaudir avant. Effectivement, on a été très heureux, très ému également de participer de l'intérieur à cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dans le broadcast TV de la CAF où on a eu donc à commenter 3 sur 4 stades, donc sur les 9, les matchs de l'Algérie, 2 huitièmes de finale. En somme, 8 rencontres pour le compte de 21 pays francophones. C'est une belle expérience et c'est grâce à la RTI. C'est difficile de les arrêter. On n'a pas encore commencé l'émission. Monsieur Roméo Koulibaly, gardez toutes ces informations. Tout à l'heure, vous allez nous donner tous les détails sur votre participation à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et je vous ai dit, dans le public, on a bien sûr les membres de la rédaction, mais on a aussi ces gens-là qui nous ont accompagnés tout au long de cette Coupe d'Afrique des Nations, ici à Abidjan, comme au Maroc. C'est le 12e homme de la Côte d'Ivoire, le CNSE, qui est toujours avec nous. Bonsoir. Merci beaucoup au CNSE et bien sûr, il manque une seule personne, c'est notre invité spécial. On ne pouvait pas faire un bilan sans ce monsieur parce qu'il est indispensable. Il était au cœur des éléphants de Côte d'Ivoire parce qu'il est le président de la Fédération ivoirienne de football. Recevez avec vos ovations monsieur Yacine Idriss Diallo.
de football qui a déjà son étoile. Hein, voilà, le président qui a déjà, depuis qu'il est là, qui a remporté déjà beaucoup de trophées, non seulement avec l'équipe A, mais également avec les équipes jeunes. Bonsoir, président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, nous savons que vous êtes très occupé, en plus d'être président de la fédération. Vous êtes également à la Confédération africaine de football. Et cette CAN, comment vous l'avez vécu dans l'ensemble avec vos équipes? Bonsoir et merci. Je voudrais remercier le groupe RTI, qui est un partenaire de la Fédération ivoirienne de football, avec donc toutes les chaînes du groupe, tant de télévision que de radio, qui nous accompagnent régulièrement depuis plusieurs années. Je voudrais donc vous remercier pour votre invitation ce soir, qui va nous permettre d'échanger à bâton rompu sur la CAN. Écoutez, nous sommes allés représenter le pays, on a fait de notre mieux, nous sommes revenus et ça a été, je pense, une belle compétition. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour essayer peut-être d'apporter un peu plus d'éclaircissement sur certains aspects qui ont peut-être pu faire l'objet d'incompréhension ou autre chose. Mais le plus important, c'est que le peuple ivoirien est resté uni et a soutenu les éléphants. Nous l'avons bien senti. Étant là-bas, on a bien senti le peuple derrière nous. Absolument. Donc, on remercie tous les Ivoiriens, d'où qu'ils soient. Voilà. Donc, je rappelle que sera divisé en demi-temps, 45 premières minutes que nous allons passer avec le président de la fédération et puis les autres 45 minutes, nous allons ensemble débriefer le reste de la compétition. Champions d'Afrique, les éléphants de Faye MS n'ont réussi à conserver leur titre sur le sol marocain, ils n'ont pas réussi. L'aventure dans le royaume chérifin a pris fin au quart de finale. Retour sur le parcours du commando de Faye Hermès avec Jean-Sylvain Esso. En arrivant le 20 décembre 2025 à Marrakech, les éléphants venaient pour défendre crânement leur titre de champion d'Afrique. Ça fait chaud au cœur, surtout de savoir que tu n'es pas chez toi, tu es à l'étranger et puis tu vois ta diaspora là, venir te soutenir, tu es heureux. On vient au Maroc pour conserver notre titre, tout simplement. Les poulains d'Emers Faye débutent la compétition face aux petits poussés du groupe F, le Mozambique, en quête d'une première victoire à la CAN. Sans surprise, les éléphants dominent la rencontre, mais peinent à faire sauter le verrou défensif des Mambas. Heureusement pour le 11 ivoirien, Amad Diallo, sur ce service de caissier, délivre les champions d'Afrique. Avec cette victoire 1-0, les éléphants partagent la tête du groupe avec le Cameroun, un adversaire qu'ils retrouvent le 28 décembre 2025 pour la suprématie du groupe. Dans ce choc intense, Amad Diallo, d'une frappe enroulée, ouvre le score. Les Lions rugissent avec cette frappe de Junior Tchamadeu, déviée par Ghislain Conan. Score final, 1-1. 3 jours plus tard, le Gabon, éliminé avant l'ultime journée, veut quitter le tournoi la tête haute. Sans le leader Aubameyang rentré en club, les Panthères glacent les éléphants en inscrivant 2 buts. Les attaquants ivoiriens retrouvent leur efficacité et parviennent à réaliser la remontada en s'imposant 3-2. Avec 7 points, Franck Kessié et ses coéquipiers terminent premiers du groupe F et peuvent encore disputer un dernier match dans le stade de Marrakech. Le 6 janvier 2026, le derby des 8e de finale entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso tourne à une démonstration des triples vainqueurs de la CAN. Le piqué d'Amad Diallo, le but de Yann Diomandé et cette merveilleuse course de Bazoumana Touré pour le 3-0 confirment la puissance offensive des éléphants. Le 10 janvier 2026, le stade d'Agadir accueille le dernier quart de finale de la compétition. Une affiche de rêve entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. Les éléphants sont sonnés dès la 4e minute par le but d'Oma Mamouche. Sur ce corner de la 32e minute, Rami Rabia punit la défense ivoirienne. Avant la pause, l'espoir renaît avec ce CSC. Le début de la seconde période est une copie conforme de la première. Mohamed Salah replonge la Côte d'Ivoire dans le doute. Le but de Guela Doué ne permettra malheureusement pas aux éléphants d'arracher les prolongations. Encore une désillusion face à l'Égypte de Mohamed Salah. Oui, la Côte d'Ivoire est éliminée. Elle n'a pas réussi à ramener la 4e étoile à la maison. Voilà. Alors, président, vous l'avez dit, nous allons parler à bâton rompu, une émission qui pourrait se transformer en conférence de presse parce qu'il y a la presse RTI qui est dans le public là-bas, qui pourra poser des questions à tout moment. Alors, Salif, on commence déjà avec vous sur la prestation des éléphants. Ils ont commencé timidement, les éléphants, ils sont rentrés dans la compétition et après, je pense qu'il y a eu ce match
de retenue où on a vu que le sélectionneur a essayé quelque chose avec les jeunes, ce qui a pratiquement marché. Il a remanié, essayé de remanier en tout cas cet effectif. On a vu des jeunes. Mais aujourd'hui, Président, la question qui se pose, c'est l'analyse à froid de ce match Égypte-Côte d'Ivoire. Vous qui êtes quand même depuis plus de 40 ans dans le milieu du football, quand vous voyez ces garçons qui donnent tout, mais qui finalement n'arrivent pas à vaincre le signe égyptien, pour vous, quelle émotion déjà? Et puis est-ce que finalement vous ne vous dites pas qu'il faut pourquoi pas aller à l'école égyptienne pour pouvoir les battre un jour? Merci, merci. Bon, c'est clair que ce match laisse beaucoup de regrets. Laisse beaucoup de regrets parce qu'on a vraiment l'impression qu'il y avait de la place pour passer. Mais vous savez, le haut niveau ne pardonne pas. Le haut niveau ne pardonne pas. Nous avons commis, si vous regardez ce match justement avec sérénité, vous vous rendrez compte qu'on a commis 3 erreurs dans le match et on a été puni 3 fois. C'est la différence entre nous et une équipe comme l'Égypte, qui est restée recroquevillée derrière pour attendre nos erreurs. Et malheureusement, au cours de ce match, les erreurs individuelles nous ont fait encaisser 3 buts et on a passé le temps à courir derrière. Alors, les erreurs individuelles font partie du football, donc il faut les gérer. Et c'est pour ça d'ailleurs que je souhaite qu'on ne stigmatise personne, aucun joueur. C'est une défaite qui est collective et nous devons apprendre de ça. Et c'est pour ça que nous avons dit à l'issue du match que nous allons tirer les enseignements et nous allons en interne procéder aux ajustements nécessaires pour aider à faire face à ce genre de défi. Parce que le haut niveau, c'est ça. On va avoir affaire à des équipes qui seront en permanence en train de nous attendre parce que nous sommes une équipe joueuse. On aime jouer. Et quand vous jouez, vous avez des risques de cette nature. Donc il faudra travailler à avoir plus de concentration et plus de rigueur dans un certain nombre de compartiments de notre jeu. Mais le coach et son équipe vont s'y atteler. Roméo ? Mais on a envie de dire que c'est une équipe de Côte d'Ivoire principalement qui a montré les dents face au Cameroun, qui a montré un sursaut d'orgueil face au Burkina. Et face à l'Égypte, je pense que le syndrome égyptien a beaucoup plus pesé dans la tête des joueurs que cette épreuve-là sur le terrain. Est-ce que mentalement, moralement, quand on croise une équipe comme l'Égypte, qui historiquement nous met toujours en déroute en phase finale de CAN, même si on arrive à les battre lors des éliminatoires ou en match amical, est-ce que ça aussi, au niveau du mental, nos garçons ne doivent pas passer un cap, Président ? C'est possible, c'est possible. Bon, je pense que, d'abord, les jeunes gens qui étaient là, il y en a qui n'ont jamais joué contre l'Égypte. Hein. Donc, quelque part, je veux dire qu'ils n'ont pas de... Ils doivent avoir l'insouciance du fait que, voilà, c'est d'homme à homme que cela se déroule. Mais c'est vrai que pour nous qui avons une certaine ancienneté dans le football, l'Égypte a toujours été un adversaire coriace qui, souvent, nous a fait mordre la poussière. Donc, nous, on peut avoir peut-être ce syndrome-là, mais pas les jeunes. Regardez l'équipe que nous avons... sur les 27 qui étaient à la CAN 2023, il n'y en a plus que 12 qui sont restés. On a rajeuni l'équipe à plus de 50%. Donc, c'est des jeunes qui avaient l'opportunité de montrer leurs compétences. En même temps, la jeunesse a un côté qui est l'inexpérience et le manque, je dirais, peut-être de maturité qui peut les exposer. Mais de mon point de vue, il faut analyser tout ça avec beaucoup de sérénité, mais surtout tirer les enseignements sans rien brûler, mais par contre en travaillant sur ce que je peux estimer une faiblesse, la capacité de concentration sur toute une rencontre. D'accord. Alors, il n'y a pas de questions, la presse? Pas de questions. On continue. Allez-y. J'avais une question, parce que depuis, le président ne cesse de répéter, il y a des réajustements à faire. Oui. Donc, qu'est-ce que le président entend par réajustement au niveau de l'encadrement technique? Non, c'est des réajustements. Je veux dire, quand vous allez en mission, vous avez un objectif. L'objectif, atteint ou pas atteint, il faut tirer les enseignements. Ces enseignements-là doivent vous permettre de corriger ce qui n'a pas fonctionné. L'objectif, c'est ça. Et s'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, c'est, de mon point de vue, la capacité de concentration de nos joueurs sur toute la rencontre.
D'accord. Alors, donc, il y a des réajustements. Alors, une information qui va nous réchauffer un peu le cœur, parce que nous, les Ivoiriens, il faut savoir, hein, même dans la défaite, on cherche toujours une petite information qui va nous réconforter. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont été les seuls tenants du titre à franchir les 8e de finale là, depuis que la CAN se joue. À 24, ça s'applaudit. Hein. Voilà. Ça veut dire qu'on n'est pas sorti les mains vides de cette Coupe d'Afrique des Nations. Rassurez-vous. Un exploit donc réalisé grâce à l'apport de certains jeunes talents qu'on a pu découvrir ou qu'on a pu redécouvrir au cours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mohamed Ballo nous en parle. Durant la CAN 2026 au Maroc, les éléphants de Côte d'Ivoire ont atteint les quarts de finale avec un bilan de 3 victoires, un nul et une défaite. Ce bilan a été réalisé grâce à l'apport de 3 jeunes joueurs âgés de 19 ans que les observateurs ont pris du plaisir à suivre. Le premier, Inao Christ, le pensionnaire de Trabzonspor en Turquie, a été un véritable dynamiteur pour l'équipe. Titulaire depuis le match contre le Cameroun, il a facilité la tâche aux expérimentés Kessie et Sangaré dans le cœur du jeu. Sa technique et sa vivacité lui ont permis de remporter le trophée d'homme du match contre le Gabon. Après un parcours professionnel jalonné par une formation à la JMJ Academy et des passages à Bastia en D2, la CAN au Maroc sera un souvenir inébranlable pour lui. Le deuxième jeune apprécié dans l'effectif des éléphants, Yann Diomandé, sociétaire du RB Leipzig, a été virevoltant à tout point de vue grâce à des initiatives offensives couronnées par un but inscrit à la 32e minute face au Burkina. Un troisième maillon a éclaboussé de son talent ce tournoi. Il s'agit de Bazoumana Touré, le joueur d'Offenheim en Bundesliga et joker de luxe, s'est avéré décisif avec des buts à la 91e minute face au Gabon, puis à la 87e face au Burkina. Ces 3 révélations sont des gages d'avenir pour une sélection de Côte d'Ivoire rayonnante dans les compétitions à venir. Ils nous ont captivés pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Comment s'est faite d'abord leur sélection? Et puis, que pensez-vous de... Alors, concernant leur sélection, il faut savoir que MS Faye et son staff ont une base de données de plus de 120 joueurs qui suivent de toutes les catégories, en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Et donc, ils réduisent cette base de données de 120 à 50 à la veille de chaque compétition et ils redescendent pour arriver aux 25 ou 26 qui seront retenus. Donc, ces jeunes-là font partie des jeunes qui étaient suivis depuis longtemps. Et donc, depuis leur plus jeune âge, et aujourd'hui, ils sont arrivés à maturité à un moment important. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous prenez Yann ou vous prenez Inao Chris, et même Bazou, c'est des jeunes gens qui ont fait seulement 2 regroupements. C'est-à-dire juste après le mondial, juste après la qualification pour la Coupe du Monde, on les a mis en situation et le coach a eu confiance, il leur a donné leur chance. Alors, aujourd'hui, Lamine Yamal a été découvert à 17 ans et demi. Il y a des joueurs qui sont découverts à 18 ans. Donc 19 ans, c'est jeune, mais quand on a la maturité, on est capable d'aller de l'avant. Moi, je suis très heureux qu'on ait des jeunes de cette nature, et je pense qu'il y en a d'autres encore qui sont derrière. Mais par contre, ce que je veux vous demander à tous, s'il vous plaît, ne vous enflammez pas. Ne leur faites pas prendre la grosse tête. C'est des gamins. Si chaque fois qu'ils descendent à Abidjan, on dit c'est des dieux, c'est ci, c'est ça, le reste, la carrière peut être compliquée. Donc, apprécions leurs valeurs, continuons à les encourager, mais dites-leur qu'ils n'ont rien prouvé pour l'instant. Ils viennent d'arriver, il faut qu'ils travaillent encore plus dur pour être encore plus haut et plus fort sur la durée. Notre rôle, c'est ça, de les accompagner. On a besoin qu'ils soient avec ce niveau de maturité, de responsabilité pour tenir les rênes de cette équipe qui, de toutes les façons, est la leur dans les 10 prochaines années. Et puis, voilà. Alors, je ne sais pas si vous l'avez, mais je pense pas que vous l'aviez. Inao, c'est un enfant de la RTI, parce que son père est le frère d'un ancien directeur, Éloi Oulay. Oui. C'est un enfant de la RTI, Inao Christ. C'était important de donner l'information. C'est pour ça que c'est pour ça justement que j'ai dit de ne pas trop gonfler sa tête. Oui, parce que comme c'est votre enfant, il ne faut pas trop le pousser. Oui, absolument. Alors, Président, moi, il y a quelque chose qui m'intéresse. Vous avez dit qu'il y a une base de données de 120 et qui est diminuée au fur et à mesure. Souvent, on voit sur les réseaux, on ne va pas se fier aux réseaux, mais c'est important quand même. Est-ce que nous, en tant qu'Ivoiriens, on peut appeler la fédération si on a détecté un joueur pour les mettre en contact, pour voir si on pense qu'il peut apporter? Ah oui, ça existe, ça existe. Moi, j'ai reçu plusieurs appels de parents d'Ivoiriens qui sont en Angleterre. Il dit, mon fils joue dans telle équipe. Dès qu'on a l'information, on donne l'information à la DTN. La DTN suit les jeunes et puis l'équipe nationale suit les plus âgés. Donc, on est ouvert.
vraiment, il y a tous ceux qui peuvent nous apporter des informations. Encore que maintenant, avec la gestion des bases de données et la digitalisation, c'est très rare de voir un joueur échapper à ces bases-là longtemps. Donc, ils sont repérés très, très tôt. Mais on est vraiment ouvert, on prend tout. Tout ce qui peut venir aider le football ivoirien, nous sommes preneurs. D'accord. Et puis, Salif, on a parlé des jeunes, hein, mais il y a également les cadres qui, aujourd'hui, sont, on va dire, un peu décriés. Je pense qu'on en parle avec le président. Justement, l'une des complexités en Côte d'Ivoire, et je dirais partout dans le monde, c'est que le football est une passion. On a ici en Côte d'Ivoire 30 millions de supporters, mais également 30 millions d'entraîneurs. Donc il y a vraiment cette volonté acharnée de pouvoir avoir une équipe qui est une sélection qui est assez représentative. Lors de cette CAN, on n'a pas du tout senti, le public ivoirien estime et juge qu'il n'a pas senti les cadres de la sélection, à commencer par Franck Kessié. Vous avez forcément vu sur les réseaux sociaux toute l'affluence qu'il y a eu pour critiquer sa dernière prestation. Vous, en tant que le président, est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites qu'il est temps de diminuer quelque part ces cadres, ou vous vous dites qu'il faut continuer avec ce mixte, ces cadres qui sont présents et qui continuent d'épauler les jeunes qui viennent en sélection? Alors, vous connaissez mon franc-parler. Et je ne vais pas déroger à mon franc-parler. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas faire preuve d'injustice. Il ne faut pas faire preuve d'ingratitude. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire preuve aussi comment on appelle ça, de complaisance. Il ne faut pas fustiger un joueur. Moi, mon rôle, c'est de gérer un groupe. Ce groupe comprend, je les appelle d'ailleurs mon commando, et c'est de gérer un commando. Et si on commence à fustiger un joueur, on met en danger l'équilibre de notre groupe. Et celui dont vous parlez, Franck Kessié, est le capitaine de cette équipe. Et nous qui sommes en interne, on sait ce qu'il représente. Tant dans l'engagement, dans l'implication, dans le sérieux, que dans le travail. Tout à l'heure, quand je regardais, je crois que c'est lui qui a fait la première passe à Ahmad pour marquer. Face au Mozambique. Face au Mozambique. Quand il a fait ça, on ne l'a pas décrié. Il a fait un match où il a peut-être été moins bon, où il a fait une erreur, et on le stigmatise. Je trouve que ce n'est pas juste. Ce que je peux vous dire, c'est que tous les joueurs qui sont en sélection, sans exception, du premier au dernier, s'ils y sont, c'est parce qu'ils méritent d'y être. Et aujourd'hui, je mets au défi qui que ce soit de nous indiquer un joueur qui était meilleur que les 26 qui étaient à la CAN et qu'on n'a pas appelé. Moi? Allons-y. Moi. Voilà. Peut-être notre attaquant de pointe, Cathy, on allait mettre là-bas. En 9. Pour nous aider. Donc, le coach a une responsabilité, et je la commence à responsabilité en disant, vous avez les mains libres. Mais nous devons faire tout ça dans la justice, dans l'équité et sans complaisance. Donc, les 26 joueurs qui étaient là, à ce moment-là, sont les 26 meilleurs Ivoiriens. Maintenant, il y avait des jeunes et des moins jeunes, mais certains groupes, tous ceux qui étaient là parce qu'ils étaient capables de jouer. Alors, je demande vraiment à nos frères Ivoiriens d'être indulgents et de ne pas être aussi violents, parce que cela porte préjudice même à ces jeunes gens. Je rappelle que ces jeunes gens-là, leur métier, c'est le football. Ils sont dans des clubs à l'étranger. Ils vivent de ce travail-là. Et quand ils viennent en équipe nationale de Côte d'Ivoire, ils quittent leur club. Et quand ils quittent leur club, ils laissent la place à d'autres personnes pour être titulaires à leur place. Ils peuvent perdre leur place définitivement dans une saison. Ils prennent un risque. Mais ils le prennent par amour pour le pays, par amour pour le drapeau du pays. Et tous les jeunes que vous voyez là, et tout le staff que vous voyez là, nous avons envie de gagner cette CAN, parce que gagner une CAN, il n'y a rien de plus honorable. On l'a vécu ici. Mais si ça n'a pas marché, ce n'est pas la faute de Pierre, ni la faute de Paul. C'est un échec collectif que nous assumons ensemble, que nous allons essayer de corriger pour faire mieux à l'avenir. D'accord.
Voilà qui est dit. Vous avez votre réponse, hein, Salif Ouattara. Et je vous l'ai dit, la RTI était donc au Maroc. La RTI était à Marrakech, à Casa, à Rabat, à Agadir. En fait, on était partout au Maroc. On a envahi le Maroc rien que pour vous donner deux belles informations. Et il y avait donc des envoyés spéciaux au Maroc. Le représentant est sur ce plateau, Moyabi Diabaté, qui va donc récupérer le micro. Bonsoir Moyabi. Bonsoir Cathy, salam alaikum, bonsoir à tous. Ah, salam alaikum, alaikum salam. Voilà. On n'a pas encore laissé les habitudes du Maroc, comprenez-nous. Hein. Donc, alors, vous avez passé, on va dire, environ 35 jours hein, au Maroc. Parlez-nous un peu de cette expérience-là. Comment la RTI a travaillé, a déployé voilà, son matériel au Maroc? Effectivement, on était à 23 au niveau de la RTI, des équipes de la RTI qui ont été déployées. Voilà, télévision comme radio sur cette CAN 2025. Alors tout d'abord, je souhaiterais remercier au nom de tout le groupe le directeur général de la RTI, Jean-Martial Adou, qui a permis à ce que nous soyons bien logés au niveau de la restauration et également au niveau... ça ne peut pas manquer, ça, la restauration. Au niveau de la logistique aussi, que tout soit mis en œuvre pour que cette mission se passe très bien. Je pense, au nom de tout le groupe, ça a été une expérience très enrichissante pour chacun de nous. Et puis, au niveau de l'organisation, je peux dire également que ça a été une très belle organisation. Bravo au Maroc et également bravo au Sénégal pour... On va dire également merci à la Fédération ivoirienne de football parce qu'il y a eu une très belle collaboration. On a pu avoir des scoops, on a pu avoir vraiment des informations, des incursions. Mais parlons également de ces innovations que la RTI a pu faire, à savoir les conférences de presse des éléphants en direct, par exemple, et les émissions en direct du Maroc. Les experts de Cathy. Les experts de Cathy, voilà. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas ces innovations. Effectivement, ça a été de très belles innovations. Je pense que le public ivoirien a apprécié durant cette CAN 2025. On a pu le constater. En tout cas, merci beaucoup pour le travail abattu là-bas. Président, merci pour cette collaboration également. Voilà, nous avons pu avoir accès aux joueurs, nous avons pu avoir accès vraiment à l'équipe pour mieux travailler et puis donner des informations aux Ivoiriens. Alors, nous allons continuer cette fois-ci en parlant du mondial, n'est-ce pas? On va parler du mondial. Salif Ouattara, est-ce qu'on a un mot à dire avant de passer au mondial sur cette Coupe d'Afrique des Nations? Oui, c'était de continuer dans l'esprit de ce que Moyabi Diabaté a développé tout à l'heure et puis vraiment noter que la RTI en tant que chaîne nationale s'est vraiment mise à disposition et avait toutes les conférences de presse d'avant match des éléphants en direct et en intégralité retransmises et à la suite il y avait également aussi les experts de Cathy avec les consultants Joseph-Antoine Bell et on avait aussi également Lassina Diabaté qui essayait de décrypter tous les soirs dans l'émission Soir des Cannes ce qui a bien pu se passer du côté du Maroc. Ça a été des moments émouvants. On s'est retrouvé un peu dans la grande télé qu'on espérait, même si tout le dispositif n'a pas été forcément mis en place, mais avec ce qu'on avait déjà, on ne peut que dire maraba. Et puis on ne peut que dire choukran. Vous restez à Abidjan, vous connaissez ce mot-là? Mais comme j'y vais souvent... Ah d'accord, ok. Alors Président, moi j'ai une commission pour les éléphants. Hein. Oui. Dites-leur que quand ils vont loin, là, ça nous arrange parce que... oui, ça nous arrange parce qu'on on a des émissions, on a vraiment et tout ça. Donc qu'ils fassent un effort en 2027 là, pour aller vraiment loin. Avant de parler donc de la Coupe du Monde, je vous propose cet élément qui a été fait par le digital, la Ben Dendane, qui vous montre la RTI au travail.
Le Sénégal, Nangadef. Merci d'être avec nous ce soir et félicitations en tout cas pour cette belle victoire. Alors Président, on va parler maintenant du mondial. Voilà, parce qu'il y a certains Ivoiriens qui disent de toute façon la Coupe d'Afrique, ça ne nous intéressait pas. Nous, c'est le mondial qui nous intéresse. Donc on va se concentrer sur le mondial. Ils se sont déjà mis à l'anglais, selon eux. Alors Président, la Côte d'Ivoire est donc logée dans la poule E. On a des adversaires comme l'Équateur, on a l'Allemagne. Un gros morceau. Et puis, on a cette équipe Curaçao. J'ai du mal souvent à prononcer ça, Curaçao. Donc, ces 3 matchs, quelle est la feuille de route que vous donnez aujourd'hui aux éléphants? Alors, écoutez, on ne va pas se cacher. L'objectif est clair, c'est de sortir au moins de la poule. Le coach et son staff sont conscients de ça. La Côte d'Ivoire n'était plus à la Coupe du Monde depuis le Brésil, en 2014. On a manqué la Russie, on a manqué le Qatar. On est de retour maintenant États-Unis, Mexique, Canada. Et il faut donc que notre football passe certaines étapes. Donc on souhaite vraiment sortir de poule et aller le plus loin possible. L'objectif affiché. Ça ne va pas être facile. Il faut respecter les adversaires. Évidemment, tout le monde connaît l'Allemagne, qui est l'une des plus grandes nations de football mondial, titrée en Coupe du Monde. L'Équateur est une équipe à respecter, parce que c'est une équipe qui a fini 2e dans les éliminatoires de sa zone, juste après l'Argentine, avec des joueurs très connus comme Pacho du Paris Saint-Germain, comme Caicedo de Chelsea. Et ils ont une très belle équipe, ils sont solides. Ils ne marquent pas beaucoup de buts, mais ils n'en prennent pas non plus. C'est une équipe très solide. Et Curaçao a fait une belle campagne. Donc ça va être très ouvert. Et nous aussi, comme j'aime à le dire, on s'appelle la Côte d'Ivoire quand même. Absolument. Salif. Oui, là, Monsieur le Président, je me fais un peu le porte-parole de l'ensemble des consultants qu'on a eu ici et que vous connaissez, comme Abdoulaye Traoré, Didier Zokora, Romaric Ndri ou encore Lassina Diabaté qui était du côté du Maroc. Beaucoup estiment qu'au niveau de l'encadrement technique, il faut renforcer. On va à la Coupe du Monde. C'est vrai qu'il y a des ambitions que vous venez de révéler, l'ambition qui est de passer le cap des phases de poule. Est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il faut étoffer l'encadrement avec plus d'analystes vidéo, plus de préparateurs mentaux? Est-ce que tout ça, ça ne pourrait pas permettre d'avoir une plus grande sélection et puis rêver plus grand pour la Coupe du Monde? Écoutez, là-dessus, il faut que tout le monde se rassure. Tout ce qui doit être fait pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles sera fait. Comme ça a été fait jusqu'à présent. Vous me donnez d'ailleurs l'occasion de remercier le président de la République, son Excellence, le président Alassane Ouattara, qui a mis des moyens, qui a mis tous les moyens à notre disposition pour cette CAN, avec le Premier ministre Robert Remambé, qui était aussi ministre des Sports, et son ministre délégué, maintenant ministre des Sports plein, le ministre Metch, que je félicite ici. L'État a mis tout ce qu'il fallait en place. Donc, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et si nous avons des besoins supplémentaires, nous allons les exprimer. Et renforcement de l'encadrement technique, renforcement éventuellement d'autres aspects, on va y travailler. Mais vous savez, quand vous avez des responsabilités, vous évitez d'agir sous la pression ou d'agir sur l'instinct. C'est une analyse claire, objective qui sera faite et les secteurs qui ont besoin d'être renforcés, si nécessaire, le seront. Président, si vous me le permettez, la Côte d'Ivoire n'est jamais sortie des poules pour ce qui est donc du mondial. Je pense que sortir des poules, vous l'avez dit, quand on s'appelle la Côte d'Ivoire, c'est ce qui pour moi est logique. Quand vous dites aller le plus loin possible, on aimerait peut-être avoir un baromètre. En partant à la CAN, on a dit que l'objectif c'était de conserver notre étoile. Là, on va au mondial. On ne dirait pas que ce serait un objectif surréaliste que de dire qu'on pourrait remporter cette édition du mondial quand on connaît la campagne marocaine de l'édition précédente. Mais pour moi, sortir des poules, pour l'équipe de la Côte d'Ivoire, dans cette poule, dans la configuration nouvelle du mondial, je pense qu'aller le plus loin possible, on pourrait quand même fixer un cap. Ah non, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible, évidemment. Je pense que au stade où nous sommes, vous savez, on préfère essayer de prendre les choses, les matchs les uns après les autres, parce que vous mettez une pression aussi quand vous mettez un objectif trop ambitieux. Mais je pense que si nous arrivons à faire un quart de finale, ça sera peut-être un peu conforme à nos ambitions. N'oubliez pas que, je le dis aussi, l'équipe est jeune. Vous avez une équipe, si vous regardez l'équipe type qui a joué à
à la CAN, vous avez titularisé 3 joueurs de moins de 21 ans, pratiquement. C'est pas simple. Vous parlez du Sénégal, par exemple, qui a été champion d'Afrique. Si vous regardez l'équipe du Sénégal, dans chaque ligne, ils ont un joueur trentenaire avec beaucoup d'expérience. Mendy derrière, Khalidou en défense, Gana Gueye au milieu, et puis devant, Sadio Mané. Donc, il y a un travail à faire. Là, on a 5 mois sur lesquels on va travailler pour pouvoir être le plus efficace et le plus performant possible à cette Coupe du Monde. D'accord. Alors, les éléphants de Côte d'Ivoire, pour leur 4e présence au mondial, joueront cette fois-ci entre 2 pays. On aura donc dans certaines villes que les éléphants vont donc se déplacer. De quelle ville s'agit-il et quels sont les stades qui vont accueillir les matchs des éléphants? Magat et Guy Orlus nous en parlent. On n'a jamais connu en 3 éditions. Alors forcément, pour son retour à la compétition, 12 ans après, elle entend cette fois-ci briser les plafonds de verre. C'est vrai que la bande à MS Faye a laissé tout un peuple sur sa faim, vu sa sortie en quart de finale de la CAN 2025 au Maroc. Mais il est évident que la Côte d'Ivoire sera attendue lors de ce mondial à venir et qui se déroulera aux États-Unis d'Amérique, au Canada et au Mexique. Logés dans le groupe E, les éléphants retrouveront l'Allemagne, quadruple championne du monde, l'Équateur et Curaçao. L'entrée en lice le 15 juin à 23h, heure d'Abidjan face à l'Équateur, aura lieu à Philadelphie, l'une des villes hautes du mondial. Philadelphie est une ville située dans le nord-est des États-Unis, à 130 km du sud-ouest de New York, dans l'État de Pennsylvanie. Elle est une ville historique majeure surnommée le berceau de l'Amérique pour avoir été la première capitale des États-Unis et le lieu où la déclaration d'indépendance et la Constitution américaine furent signées à l'Independence Hall, abritant le célèbre Liberty Bell. Vous l'aurez compris, Philadelphie est l'une des villes les plus importantes du pays, tant pour son histoire que pour son accueil fraternel. D'ailleurs, certains l'ont surnommé la ville de l'amour fraternel. Sa population dense de plus de 1 500 000 habitants est la 6e démographie de la ville, la plus importante du pays. Son stade portant le nom de la dite ville a une capacité d'environ 69 000 places, inauguré en 2003. Et il abritera 6 rencontres du mondial, dont 2 prestigieux matchs des éléphants de Côte d'Ivoire, respectivement contre l'Équateur le 14 juin à 23h GMT et Curaçao le 25 juin à 20h GMT. Dans la conquête de l'Amérique, la Côte d'Ivoire fera escale dans le nord du continent, précisément à Toronto, capitale de la province de l'Ontario, pour sa 2e rencontre dans le groupe E, et quelle affiche. Allemagne-Côte d'Ivoire. Le Beeham Hill Field, renommé Stade de Toronto pour la circonstance, sera le théâtre de ce duel entre la Nationalmannschaft et les éléphants. Un stade bien connu des éléphants pour y avoir disputé des rencontres du Canadian Shield en juin 2025. Ce premier stade dédié au football au Canada rentrera dans la légende en donnant le ton du mondial le 12 juin 2026. L'ex-BMO Field, construit en 2007, dispose de 30 000 places et nul doute qu'il fait aujourd'hui la fierté de Toronto, la grande ville du Canada, avec pour statistique du territoire 630 000 km². Une ville réputée pour ses bonnes organisations lors des tournois majeurs tels que le tournoi olympique de football masculin tenu en 1976, du championnat junior de la CONCACAF en 1974. On peut le dire, Toronto est une ville de sport où le football et le basketball cohabitent en parfaite harmonie. Sa population est estimée à plus de 2 600 000 habitants. Mondialement connu pour sa gastronomie, ses nuits chaudes, ses immenses espaces verts et autres festivals, Toronto dispose de plusieurs facettes devant contribuer au dynamisme du Mondial 2026. Voilà présenter les villes et les stades qui vont donc accueillir les matchs des éléphants. Roméo Koulibaly, vous avez une question? Oui, la fenêtre FIFA de mars sera bien occupée par les éléphants de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire affronte l'Écosse, une équipe européenne classée juste après la Côte d'Ivoire au ranking FIFA, donc de ce début d'année 2026. Pourquoi le choix de l'Écosse et quelle attente pour les éléphants de Côte d'Ivoire dans le jeu ou le résultat? Alors, il faut dire que la date FIFA de mars, il y a 2 matchs. On aura un premier match le 28 contre, en principe, une équipe asiatique. On doit finaliser l'accord. Ensuite, on va rencontrer l'Écosse. Mais si vous vous souvenez, on avait fait déjà un communiqué depuis le mois de septembre où on disait qu'on devait rencontrer l'Allemagne. Tout à fait, à cette date-là. Sous réserve qu'on ne soit pas dans la même poule. Donc c'est l'Allemagne initialement qui était prévue. Et comme le soir avait qu'on soit dans la même poule, il a fallu trouver un adversaire disponible et qualifié pour le mondial européen. Donc voilà un peu les critères. Et l'équipe qu'on a eue, c'était l'Écosse, donc qui a accepté de nous rencontrer. Après ça, nous aurons un match en juin. Je peux vous le confirmer, on a eu tous les accords aujourd'hui contre la France à Nantes.
On a eu tous les accords, on attend maintenant de signer les papiers. Et donc, ça devrait se faire le 4 juin à Nantes, dans la ville d'ailleurs de Faye. C'est là-bas qu'il était joueur. Donc, c'est un peu symbolique. Et qu'il y a aussi la ville de Deschamps, qui est le coach de l'équipe de France. Voilà un peu les perspectives. En attendant d'avoir un dernier match sur le territoire américain, mais qu'on n'a pas encore fixé quand on va arriver juste avant la CAN. Alors... En tout cas, soyez sûrs que la RTI sera avec vous dans toutes ces étapes pour pouvoir vous accompagner et bien sûr pour encourager les éléphants de Côte d'Ivoire. Les supporters ivoiriens qui se font appeler eux-mêmes Mazo, parce qu'avec eux, c'est vive les éléphants, à bas les éléphants. On prélude donc à cette Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, Aboudraman Samassi a promené son micro à travers les rues d'Abidjan pour parler, pour discuter avec les Ivoiriens et savoir pour eux, les éléphants peuvent-ils accéder enfin au second tour? Écoutons-les. Passer les premiers tours pour le mondial, c'est notre plus grand souhait. Mais pour ça, il va falloir beaucoup de concentration dès le début même. Parce que mine de rien, tout commence, comme lui le dit toujours, pour bien rentrer dans la compétition, il faut commencer à gagner ton premier match d'abord. Faire peur à l'adversaire, tout ça, ça fait partie de la compétition. Donc passer les premiers tours, ça va dépendre de nous-mêmes. La volonté, la détermination et puis beaucoup de concentration dans nos rencontres. Cette fois-ci, avec cette équipe-là, on risque de faire mal, très très mal aux équipes mondiales. On doit essayer de donner du temps de jeu aux jeunes pour pouvoir le mettre en lumière. C'est pas l'Allemagne qui veut nous faire peur. On a Inao, on a Diane Diomandé, on a des pépites comme Ahmad. C'est pas l'Allemagne qui peut nous faire peur. Je suis confiant, on peut aller à la Côte d'Ivoire, vivre la Côte d'Ivoire. On a un très bon effectif, de bons jeunes joueurs et puis la transition est déjà bonne. Les anciens puis des nouveaux jeunes joueurs. Je pense aussi qu'on doit faire du renfort, appeler des nouveaux joueurs comme Yann Boni de l'Inter de Milan, Cessignon de Fulham. Tu vois, beaucoup de talent. Toulouse, Yann Gourou, il y a beaucoup de talent. Donc je pense que cet effectif doit être renforcé de nouveau encore. Voilà, parce que la Coupe du Monde, c'est une compétition de haut niveau. Je pense qu'on peut dépasser les phases de poule. Avec cet effectif-là, on est capable de faire beaucoup de choses. L'équipe est en forme, seulement qu'il y a certains détails qui nous échappent. Mais avant le mondial, je pense bien que le sélectionneur est chargé pour ça. Le sélectionneur est là pour pouvoir faire les bons choix. L'équipe qu'on a là actuellement, je pense qu'on n'a pas peur. Je ne minimise pas les autres nations, mais actuellement, la Côte d'Ivoire n'est pas la Côte d'Ivoire de 72, 73. La Côte d'Ivoire de maintenant, c'est une équipe jouable, très jouable. Et puis on fait peur aussi. Ça aussi, ça compte. Seules les performances vont se juger sur le terrain. Les joueurs sont en forme actuellement. Ils sont très en forme. Mais Coupe du Monde, ça c'est autre chose en fait. Ça n'a rien à voir avec Coupe d'Afrique. Parce que Coupe du Monde, ça demande beaucoup de vigilance et de concentration. Quand on regarde l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, vraiment tactiquement, ils sont un peu à côté. Mais physiquement et techniquement, ils sont bien. Bon, par rapport, moi je pense que le match qui est difficile, c'est Équateur. Il peut battre l'Allemagne. Il peut se qualifier pour le deuxième. Ah, les Ivoiriens adorent leur équipe et les Ivoiriens adorent leur drapeau. Voilà, donc selon eux, il n'y a pas une équipe qui peut nous effrayer. Il y a certains même qui disent envoyez-nous le Brésil. Voilà, même pas peur. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner à cette Coupe d'Afrique, à cette Coupe du Monde qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 avec 48 nations. Et au cours de cette Coupe du Monde, bien sûr, il n'y aura pas que la Côte d'Ivoire en ce qui concerne les pays africains. Et ça sera organisé conjointement avec les États-Unis, le Mexique et le Canada. À cette fête du foot, l'Afrique sera représentée par de grandes équipes, dont la Côte d'Ivoire. Pascal Koné nous présente les ambassadeurs du continent africain à ce mondial. Le Maroc, première nation africaine et demi-finaliste historique au Qatar en 2022, sera présent pour la 7e fois au mondial. Les Lions de l'Atlas ont hérité du groupe C, où figurent le Brésil, l'Écosse et Haïti. La Tunisie vivra également sa 7e aventure au mondial. Elle partage la poule F avec les Pays-Bas, le Japon et un barragiste.
L'Afrique du Sud, de retour après 16 ans d'absence, disputera sa 4e campagne. Elle affrontera dans la poule A le Mexique, la Corée du Sud et un barragiste européen. Comme l'Afrique du Sud, l'Égypte ira à son 4e mondial. Elle a pour adversaire dans la poule G la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande. Autre nation qui se présentera pour la 4e fois, le Sénégal. Nouveau roi d'Afrique, les hommes de la Teranga retrouveront dans la poule I la France, la Norvège et un barragiste. L'Algérie, pour sa 4e présence, défiera les champions du monde argentin, l'Autriche et la Jordanie. Le Cap-Vert, invité surprise et novice du tournoi, défiera dans la poule H l'Espagne, l'Uruguay et l'Arabie Saoudite. Enfin, le Ghana vivra sa 5e expérience dans la poule L, où il affrontera l'Angleterre, la Croatie et le Panama. Le continent pourrait même compter sur un 10e représentant, la RD Congo, engagé en barrages intercontinentaux. Voilà donc, on a terminé les 45 premières minutes. On joue les arrêts de jeu. Salif Ouattara. On a une question pour le président dans les arrêts de jeu. Dans les arrêts de jeu, tout est possible. Hein. Tout est possible. Donc, on a une question au président. Oui. Là, maintenant, on revient sur le plan local. Oui. On est dans une année électorale au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Quiconque nous disent qu'il y a 2 probables dates. Président, qu'est-ce qu'il en est réellement et est-ce que vous êtes candidat? D'abord, concernant les dates, au cours de notre Assemblée générale qui s'est tenue au mois de novembre, je crois, on a arrêté effectivement que, parce qu'au terme de nos statuts, l'élection devait avoir lieu au plus tard le 30 juin de cette année. Il se trouve que c'est la période de la Coupe du Monde. Donc l'Assemblée générale a validé le principe que l'élection puisse se tenir soit 3 mois avant le 30 juin, soit 3 mois après le 30 juin. Et donc comme la Coupe du Monde a été, la raison pour laquelle ça a été décalé, il était cohérent de prévoir cette Assemblée générale 3 mois après juin. Donc ce sera, je pense, en septembre ou plus tard. Donc ça, c'est concernant les dates. Concernant ma candidature, le comité exécutif que je dirige, effectivement, a validé que nous repartions prétendre à un autre mandat, sur la base de ce que nous avons modestement fait durant ces 4 années, sur la base de ce que nous avons modestement réalisé par rapport à nos engagements. Donc nous pensons qu'il est opportun de pouvoir continuer à apporter notre contribution au football ivoirien, à apporter le football ivoirien au firmament du monde et à l'organisation aussi, une organisation locale de qualité. Donc sur cette base-là, oui, mon comité exécutif et moi serons candidats, Inch'Allah, que Dieu nous prête déjà la vie, la santé et qu'on soit là en ce moment-là. Et donc dans le calendrier, prévoyez un jour pour nous la RTI parce qu'on va vous recevoir tous les candidats pour pouvoir parler comme on l'a fait la dernière fois. Vous savez, si ce n'est que ça, j'ai l'habitude. D'accord. En tout cas, Président, nous avons pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Nous sommes à la mi-temps de cette émission. Côte d'Ivoire 2, Sénégal 0. Donc tout à l'heure, le Sénégal va nous gratifier voilà, de sonores pour pouvoir relever un peu leur niveau. Un instant. Vous ne pouvez pas marquer en 1 minute. Attendons d'abord. On va libérer le président. Pendant qu'ils sont en train de partir, on va faire. Alors, président, merci beaucoup d'être resté en notre compagnie. Et puis, c'est quand vous voulez. Nous sommes avec vous pour pouvoir vous accompagner dans votre mission. C'est moi qui vous remercie. Je remercie donc la grande maison de la RTI, tous ceux qui sont présents, vous tous. Cathy, je vous félicite pour votre implication forte. On profite aussi pour remercier les Ivoiriens qui nous ont soutenus vraiment, on l'a senti, et qui ont été très indulgents cette année sur les prestations. Donc je les remercie et puis bon, je souhaite une bonne et belle, heureuse année à tous parce que nous sommes encore en janvier. Oui. Que le Seigneur protège tout le monde, donne la santé, le bonheur, la prospérité et qu'il nous permette de faire une très belle Coupe du Monde pour honorer notre pays. Voilà. Merci beaucoup, Président. Je vous accompagne. La Côte d'Ivoire, n'exagérez pas. Laissons le Sénégal. Merci, Président. Oui,
Merci beaucoup au Sénégal, merci à la Côte d'Ivoire, le CNSE qui est toujours avec les éléphants, toujours avec nous durant cette Coupe d'Afrique des Nations à Abidjan comme au Maroc. En tout cas, nous avons beaucoup apprécié vos prestations. Merci beaucoup au CNSE et puis merci également au Sénégal. On l'a dit, il y avait des envoyés spéciaux au Maroc, mais ici au pays, les arrières étaient bien assurés. Une équipe tout aussi efficace, dynamique, qui a assuré les plateaux des 52 matchs, mais aussi qui était sur le terrain. Le porte-parole, Samuel Metch. Nous allons parler maintenant avec lui. Bonsoir Samuel, vous avez votre micro. Il était encore à la mi-temps, en fait. Ah, il était à la mi-temps. On a repris le match, hein, Samuel. Restez concentré. Oui, c'est clair. OK. Bonsoir, Samuel. Bonsoir, Cathy. Alors, comment ça s'est passé ici à Abidjan? On vous a vu, on vous regardait sur RTI Play. On vous suivait, on a suivi tous vos plateaux. Alors, dites-nous un peu comment ça s'est passé dans la pratique, parce que je rappelle que vous coordonniez ici avec Salif Ouattara. C'était une tâche assez, on va dire, prenante. On a déjà, avec la grande vision du directeur général de la RTI, eu ce plateau qui a fait sensation déjà. Et je pense que toute l'équipe de la RTI, ici même, a travaillé dans de meilleures conditions. Avec naturellement toutes les équipes en plateau, même en dehors, il y a eu donc un travail qui s'est fait véritablement en bonne collaboration. Je voudrais ici me faire donc le porte-parole, on dira, de tous ces présentateurs, parce qu'on a eu des présentateurs excellents avec chacun son intro, son verbe et tous ces consultants qui nous ont accompagnés. Je voudrais vraiment qu'on puisse saluer Jean-Baptiste Assouan, présentateur, Ange Valtieri et également Yves Aymar. Et donc, c'était des arrivées ici 3 heures ou 4 heures avant les plateaux, préparer cela avec les consultants premium et autres consultants qu'on avait, toujours sous la supervision donc de Henri-Joël Niolou. Il y avait également des commentateurs, ici avec Patrick Dadier. Henri-Joël Bois. Henri-Joël Niolou aussi était au niveau, justement, donc des commentaires de match. Patrick Dadier et voilà plusieurs autres qui étaient avec nous. Et puis, les réalisateurs. Et vous nous avez laissé ici, dans les mains donc de monsieur le directeur de la 3, Didier Bléou, qui passait de temps en temps booster un peu les équipes, et on voudrait vraiment saluer tout le monde. On a eu des à côté aussi véritablement qui étaient... Des applaudissements déjà pour le directeur de la 3. Et c'était donc des plateaux, on l'a dit, on avait en exclusivité la conférence de presse en direct. Il fallait finir ça, courir sur les plateaux, se relayer, faire soir de Cannes. C'était donc tous les jours comme ça, un véritable marathon, donc de 8h jusqu'à pas d'heure, entre 23h30 minuit, pour que les équipes puissent encore une fois se relayer. Mais c'est avec grand amour qu'on a servi le peuple ivoirien. On espère qu'ils ont apprécié, parce que déjà, allumer la télé et voir ce plateau, ça donnait déjà envie de nous regarder. Et puis ensuite, il y avait de la qualité en termes de reportage et tout ce qui y allait avec. Vous êtes fatigué? Non. Non, on continue. On a envie de continuer. Jamais fatigué. Mais jamais fatigué. Jamais fatigué. On continue. Merci en tout cas pour le travail qui a été fait ici à Abidjan. Comment parler, comment faire un bilan de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 sans parler du Sénégal? Le Sénégal qui, ici en Côte d'Ivoire, à Yamoussoukro, avait perdu sa couronne, pour notre grand plaisir d'ailleurs. La Côte d'Ivoire qui avait éliminé le Sénégal. Et puis les Lions de la Teranga, conduits donc par leur trésor Sadio Mané, ont remporté le 18 janvier dernier à Rabat, au Maroc, leur 2e sacre au terme d'une soirée rocambolesque. Il va falloir qu'on se dépêche, il ne faut pas qu'ils rattrapent les éléphants. Absolument. Ils sont à 2 là. Allez, les Sénégalais, allons-y doucement. Hein. Voilà, attendez qu'on ait la 4e étoile, la 5e, et puis vous allez venir après. Hein. On va donc revivre l'épopée glorieuse des hommes de la Teranga avec Jean-Sylvain Risso. Au Botswana, Nicolas Jackson s'offre un doublé et montre le chemin d'une victoire éclatante à Sheriff Ndiaye. 3 jours plus tard, les Lions ont rendez-vous avec la République démocratique du Congo, un adversaire qu'ils retrouvent 3 mois après la précieuse victoire 3-2 à Kinshasa dans le cadre des éliminatoires du mondial. Sadio Mané donne l'avantage à son équipe qui ne parvient malheureusement pas à remporter le choc du groupe D. Le 30 décembre, le Bénin, 3e adversaire des hommes de la Teranga, est laminé. Abdoulaye Seck, Habib Diallo et Sheriff Ndiaye sont les buteurs sénégalais. Leader de leur poule avec 7 points, Sadio Mané et ses coéquipiers héritent de la modeste équipe du Soudan en 8e de finale. Cueillis à froid dès la 6e minute
Pape Gueye ramène son équipe dans le match avant de doubler la mise sur cette action. Le troisième but est signé Ndiaye. Le 9 janvier 2026, à Tanger, le Sénégal retrouve le Mali pour la deuxième fois à la CAN. Cette fois, l'enjeu de ce derby est l'obtention du sésame pour la demi-finale. Sans surprise, la deuxième meilleure nation africaine valide son billet avec le but de l'attaquant d'Everton, Iliman Ndiaye. Le 14 janvier 2026, le Sénégal de Sadio Mané retrouve l'Égypte de Mohamed Salah. Un duel aux allures de revanche pour le Pharaon, privé de titre en 2021 par son ex-coéquipier de Liverpool. Un homme providentiel, Sadio Mané envoie son pays en finale. Le dimanche 21 janvier 2026, le défi s'annonce épique pour l'enfant de Bambali et ses coéquipiers qui défient le pays hôte, le Maroc. Dans un stade à Prince Moulay Abdallah, le choc des deux lions restera dans les mémoires des observateurs du football continental. Une finale rocambolesque, but refusé au Sénégal dans les arrêts de jeu avant la polémique sur le pénalty au Sénégalais et surtout Jerejef à Sadio Mané, désigné meilleur joueur du tournoi. Vainqueur de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, Salif Ouattara, c'était une belle équipe sénégalaise qui en voulait, qui a démontré vraiment qu'elle voulait remporter ce trophée. Il y avait toute une abnégation, une volonté d'aller le plus loin possible, une volonté acharnée de battre l'adversaire. Moi, je retiendrai une image qui pour moi est beaucoup significative et symbolique de cette finale. C'est Sadio Mané qui reste sur le terrain, qui écoute d'abord Claude Leroy, qui est quand même un ancien, qui a fait plusieurs CAN ici en Afrique. Et après, il consulte, il observe, il décide de rester sur la pelouse. Et je pense que c'est cette attitude-là qui finalement, quand il va dans le vestiaire et demande aux autres de revenir, c'est cette attitude qui fait que finalement le Sénégal aujourd'hui a ce trophée. Également, on observe partout depuis quelque temps qu'il y a une bataille diplomatique sportive qui s'est engagée. Il y a le Premier ministre sénégalais qui est actuellement au Maroc avec cette volonté de pouvoir rencontrer les autorités marocaines, de garder cet esprit de convivialité, de fraternité. Donc on dira que l'Afrique gagne. Et c'est le plus important aujourd'hui. Moi, je dis qu'il faut préserver l'image, l'intégrité du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce trophée, il est symbolique. La Coupe elle-même d'Afrique des Nations, qui est une compétition phare, est aussi symbolique pour l'Afrique. Et il faut pouvoir préserver cette intégrité-là. Roméo. Véritablement, il ne faut pas qu'on garde de ce sacre sénégalais, on va dire, cet imbroglio qu'il y a eu sur le pénalty concédé par la défense sénégalaise. C'est une équipe du Sénégal qui est arrivée à cette compétition mieux armée que celle de l'édition en Côte d'Ivoire, avec Niakate, Sarr qui a remplacé ensuite Khalidou, blessé et suspendu. Dans le milieu de terrain, quand vous remarquez qu'un garçon comme Lamine Camara a perdu sa place de titulaire, mais vous aviez Idrissa Gana Gueye, véritablement étincelant et brillant dans ce milieu de terrain. Sur le front de l'attaque, Nicolas Jackson, Abibou Diallo et Crépin Diatta. Pour moi, c'est ce garçon-là qui sort un peu de l'ordinaire. Il a été aligné en latéral droit, ce n'est pas son poste de métier, lui qui est milieu défensif, mais il est ce couteau suisse-là de cette équipe sénégalaise, même s'il n'aura pas pu disputer la finale. Mais en somme, la meilleure équipe est montée sur le toit de l'Afrique, et en l'occurrence la meilleure équipe de cette 35e édition, c'était le Sénégal. La constance paye toujours. Après Aliou Cissé, vous avez Pape Thiaw, mais c'est un enfant du Sérail, avec des joueurs du Sérail, et ça a donné ce qu'on a constaté. Samuel Metch, vous qui étiez présentateur principal dans cette Coupe d'Afrique des Nations, que pensez-vous du Sénégal, de la prestation des Sénégalais? Une belle équipe du Sénégal avec une force mentale impressionnante, parce qu'il y avait véritablement des choses à voir. Et le Sénégal aussi, dans son jeu, a montré une certaine solidité qu'on a beaucoup appréciée. On aurait voulu, naturellement, quand on voyait le Sénégal jouer, voir cette Côte d'Ivoire jouer comme le Sénégal. Et c'est finalement, on va dire, tous ces ingrédients qui ont payé. C'est vrai qu'il y a eu cet événement. En plateau, on a vécu difficilement, en tout cas, cet événement. Et on avait peur, justement, que le Sénégal ne revienne pas et perde cette finale sur tapis vert. Bon, heureusement que Sadio Mané, donc, avec cette grande sagesse, on peut vraiment, le Sénégal peut vraiment lui dire merci, ramène donc l'équipe et voilà, donc finalement, le Sénégal a sa deuxième étoile. Ça a été une belle CAN dans l'ensemble et cette finale restera à jamais dans nos mémoires. On voudrait aussi profiter de l'occasion pour vraiment saluer toutes les équipes, hein, parce que
il y avait la 3, c'est vrai, mais il y avait les équipes qui assuraient également l'antenne au niveau des journaux TV. On voudrait dire grand merci à Odalegbe et toutes les équipes, Arsène Kwasi, qui assuraient donc, on dirait, les éléments au niveau des JT. Et c'est cela, c'est tout ça qui a fait que les téléspectateurs n'ont rien manqué de cette CAN. Et au-delà même de l'édito, on a la technique qui était impliquée, on a la production, on a vraiment toutes ces entités-là qui ont travaillé la main dans la main pour pouvoir donner ce que ça a donné. Alors, moi, je m'intéresse surtout à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez parlé justement de cette sortie des Sénégalais du terrain qui aurait pu être très préjudiciable pour l'équipe sénégalaise puisque les textes de la CAF prévoient justement des sanctions dans ce cas. Oui, logiquement, s'ils y étaient restés et qu'ils n'étaient pas ressortis, il y allait avoir de lourdes sanctions. C'est pour ça que nous tous, je pense Samuel Metch après moi également, loue cette ténacité de Sadio Mané, qui n'est pas le capitaine, mais qui est aujourd'hui aperçu comme le leader charismatique, qui est resté là sur la pelouse, qui a écouté, qui a pris conseil avec des anciens et qui après a estimé qu'il fallait aller chercher ses coéquipiers dans les vestiaires, les ramener sur la pelouse. Donc s'il n'y avait pas eu ce geste, aujourd'hui le Sénégal ne parlerait pas forcément d'un trophée, ne parlerait pas forcément de diplomatie sportive avec le Maroc. On serait à l'étape des sanctions qui sont très lourdes, qui peuvent aller jusqu'à, je pense, à la suspension définitive du pays à la Coupe d'Afrique des Nations. Ouais. Nous n'en sommes pas encore là. C'est vrai que la Fédération royale marocaine de football a porté une plainte. C'est justement pour cela qu'il y a ces discussions, il y a cette diplomatie sportive qui s'est engagée. Donc, espérons qu'au niveau de l'Afrique, nous puissions trouver une solution parce que je le dis, je le pense, la Coupe d'Afrique des Nations, il y a une intégrité à préserver, il y a une image également à préserver. Absolument. En tout cas, le Sénégal qui est un beau vainqueur, mais faisons attention quand même aux actes, faisons attention aux images parce que ça engage toute l'Afrique, ça engage le football africain. Oui, ça engage le football africain. On a eu très peur, effectivement, que cette finale-là ne dégénère. Je pense que la commission de discipline de la CAF va forcément sévir, hein, parce qu'il ne faut pas que cette action-là fasse tache d'huile. La sortie des Sénégalais, même si elle peut être compréhensible, est totalement à proscrire dans le milieu du football. On attend donc cette décision-là, mais la sagesse aura eu raison de l'émotion. Il l'a dit, hein, Sadio Mané, revenez, nous allons jouer contre des hommes, nous sommes des hommes, donc c'est un duel d'hommes. Un penalty ne signifie pas forcément un but, et Edouard Mendy l'a si bien montré. Quand vous regardez le penalty de Brahim Diaz, il n'a pas bougé parce que la plupart des gardiens maintenant ont des anti-sèches sur la façon de tirer des différents joueurs. Ils savaient que Brahim Diaz, généralement, dans 80% des cas, il frappe axial. Donc, il n'a pas bougé, il a attendu. Et en plein, on fustige l'attitude des Sénégalais. Mais attention également, du côté du Maroc, on a vu des images face au Nigeria, face au Sénégal. Ça n'a pas été véritablement fair play. Et l'un mis dans l'autre, on a obtenu ça. On ne veut plus voir ça sur un terrain. Mais quoi qu'il en est, je pense qu'il faut sanctionner pour que la sanction puisse dissuader tous les autres. En fait, il y a eu forcément une avalanche ou bien un escalier d'émotions et s'en sont suivis quand même quelques réactions. Déjà en conférence de presse d'avant-match, quand on écoute Pape Thiaw, il est déjà assez remonté. Oui. Il a cette impression que tout est fait, tout a été créé autour de la sélection sénégalaise pour ne pas qu'elle c'est pas qu'une impression, ils ont eu à le dire. Hein. Donc, ça a été manifesté et après quand on se retrouve sur la pelouse, déjà qu'on a parlé avec les garçons dans les vestiaires, on les a galvanisés, mais il y a aussi ce discours-là qui a été entretenu et puis il y a effectivement cette attitude marocaine qui visait aussi un peu à provoquer l'adversaire, qui n'a pas du tout arrangé les choses. Donc, mis l'un dans l'autre, il faut pouvoir revoir ses attitudes, il faut pouvoir revenir en tout cas à l'esprit du fair play. Oui. Et puis moi, je le dis, il faut louer cette diplomatie sportive pour que cette crise-là prenne fin et qu'on avance. De toutes les façons, la CAN, c'est vrai que maintenant, elle aura lieu tous les 4 ans, mais c'est l'intégrité africaine, il faut pouvoir préserver cette image-là. Absolument. Et puis on a un élément avec nous qui était au plus près de l'action, hein, Moyabi Diabaté. Avant de voir donc votre élément sur la réaction des supporters, dites-nous un peu
cette finale entre le Maroc et le Sénégal? Effectivement, on était au stade Moulay Abdallah sur cette finale. Je pense que, comme Salif l'a dit tout à l'heure, ça a été une avalanche d'éléments qui a déclenché tout ça le jour de la finale. Déjà, la veille, le Sénégal arrive de Tanger. Voilà, de Tanger à Rabat, à l'aéroport, à la gare de train à Rabat-Agdal, où l'accueil réservé n'a pas été tendre. Comme l'a dit l'entraîneur, le sélectionneur du Sénégal n'a pas été tendre aux Sénégalais. Et voilà, il a estimé que ces joueurs étaient un petit peu en danger. Ils n'ont pas été protégés convenablement. Ce sont les dires de l'entraîneur. Ça, ce sont les dires de l'entraîneur. Également aussi, le terrain d'entraînement du Sénégal était très éloigné de l'hôtel où ils étaient. Il n'a pas apprécié la logistique également à ce niveau-là. Donc, je pense que quand ils arrivent au terrain aussi, on n'a pas évoqué ça. Il y a 3 joueurs sénégalais qui sont malades. Voilà, il y a 3 joueurs sénégalais qui sont malades, qui ne peuvent pas participer au match. Je pense que l'un mis dans l'autre le jour de la finale et également le but refusé, Esso l'a dit, et le pénalty accordé au Maroc. Et même cette rivalité s'est poursuivie lors de la conférence de presse d'après-match. Il y a des images qu'on n'a pas vues, mais qui ne sont pas vraiment intéressantes, puisqu'après même les journalistes se sont mis dans la danse et tout. Mais je pense que les choses ont été apaisées et puis on est sorti de cette finale-là tranquillement. Félicitations au Sénégal, quoi qu'il en soit, qui est donc vainqueur de cette Coupe d'Afrique des Nations. Moyabi, on va rester avec vous pour voir justement la réaction des supporters marocains et sénégalais après cette finale entre les deux pays. Honnêtement, je suis vraiment déçu. C'est vraiment Brahim Diaz qui a tout gâché. Honnêtement, le penalty, il n'avait pas à tirer en penalty. Et on aurait probablement pu gagner la Coupe d'Afrique. C'est perdu, c'est vraiment ridicule. C'est ridicule. Merci. Moi, je pense qu'avant tout, déjà, il y a eu trop de respect. On a trop respecté. Je pense que le fait que le penalty a été tiré de cette manière, c'est quelque chose de négocié. Je pense pour éviter toute animosité entre les deux peuples. Pour moi, il est clair que on remet les compteurs à 0, je te donne la balle. Sadio Mané les a checkés avant ça, tout était prémédité, ils avaient calculé et aujourd'hui on le paye. Le fait d'être fair play, on a payé, mais on méritait de gagner. Très heureux, on l'a fait, très heureux, très fiers du Sénégal. Personne ne nous voyait au début au vu de nos prestations. On a construit un groupe solide, fierté pour Sadio Mané, la deuxième, sa dernière, la deuxième. Très fiers de l'équipe, du travail qu'ils ont fait. On ne l'a pas volé, on l'a mérité celle-là. On l'a mérité, on est parti la chercher, sans défaite, sans rien, sans prolongation, c'était la seule. On l'a fait, et encore merci aux joueurs. Merci à Pape Thiaw. Tu vois le match qu'on a déjà joué, et là, heureusement Dieu nous a donné la victoire. On remercie nos lions et les supporters. Et là aussi, on est très contents, franchement. Ça a été un plaisir de participer, de participer au niveau de la finale pour notre deuxième étoile. Voilà, quoi qu'il en soit, ça sera une finale gravée dans les mémoires. Cette finale qui a opposé le Sénégal au Maroc pour la CAN marocaine, cette édition de la CAN qui a été riche en émotions. Et là, nous sommes toujours avec Moyabi Diabaté qui nous dit qu'au-delà du jeu et des performances sportives, la CAN 2025 a vibré au rythme de ses à côté, puisque lui, il était spécialisé dans les à côté lors de cette Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. Suivons cet élément de Moyabi Diabaté. Première conférence de presse, Walid Regragui donne le ton. Quel est le match d'ouverture Radat contre une équipe des Comores. Nous, l'objectif, bien sûr, comme on l'a toujours dit, c'est de gagner cette Coupe d'Afrique, Inch'Allah, devant notre public. À la veille du match d'ouverture, face au pays hôte, la sélection des Comores accueille un invité surprise. Le match d'ouverture, c'est deux pays qui font le font. C'est comme un match amical. Mais entre les deux, celui qui gagne, c'est les deux qui gagnent. Mais j'espère que c'est les Comores qui vont gagner et le Maroc va gagner aussi. Merci. Le sélectionneur burkinabé, Brahma Traoré, maîtrisait aussi bien le français que la langue locale, à l'instar d'Hervé Kofi. En tout cas, pour que Kakuba loke. Ngala sonama. Uban konna romina fanan. Afana se ka
Juan Mika, sélectionneur équato-guinéen, a pour sa part recadré ceux qui tentaient de lui imposer le français. Si ça trouve que moi je ne connais pas même essayer de parler français, vous avez fait comment? Ok, c'est pas un problème. Mais c'est mieux que chacun parle sans langue. Sans surprise, les commerçants ont profité de cette période aux côtés des supporters nostalgiques de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Les événements marchent très bien. Vraiment, les maillots Sénégal, les maillots Côte d'Ivoire et les drapeaux, et les écharpes et les casquettes, vraiment ça marche bien. Marhaba, et comme vous dites, c'est quoi la chanson, rappelle-moi? Coup du marteau. Coup du marteau. Coup du marteau. Des stades pleins, des drapeaux partout, des chants, des prolongations irrespirables et des supporters qui y croient jusqu'au bout. La fin de la CAN 2025 s'est déroulée dans un climat très tendu, avec des échanges houleux lors des conférences de presse Sénégal-Maroc. Mes joueurs étaient en danger. Tout pouvait se passer contre des personnes mal intentionnées. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. De l'histoire de la compétition. Même après la finale perdue, le public marocain a continué à faire preuve d'un esprit fair play exemplaire. Le football, c'est gagnant-gagnant. Pour moi, ils ont tous gagné. Il y a une équipe qui a gagné extérieurement, mais l'autre, elle a gagné parce qu'elle a accepté de perdre. Donc dans l'histoire, tout le monde a gagné. Le Sénégal a bien joué, bravo Sénégal. Du début à la fin, la CAN 2025 a brillé par son organisation des nations. Voilà donc Moyabi Diabaté qui nous a fait le résumé du côté du Maroc dans les différentes villes qu'il a parcourues. Parlons de chiffres à présent, chiffres et records, on aime bien les chiffres et les records, pensés pour une vitrine, comme une vitrine du football africain et un texte grandeur nature avant la Coupe du Monde 2030. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 a tenu ses promesses sur le plan organisationnel et économique. La CAN 2025 s'est surtout affirmée comme étant la CAN des records, des symboles et des dispositifs inédits. Bilan de cette compétition record intense et profondément marquante avec Henri Joël-Bois et Mohamed Ballo. La CAN au Maroc a enregistré le plus grand nombre de buts inscrits sur une édition. Au final, 121 buts ont été marqués lors de la compétition. L'édition en Côte d'Ivoire avait été la plus prolifique de l'histoire avec 119 buts inscrits. Le Marocain Brahim Diaz a terminé soulier d'or avec 5 réalisations. Sa panenka manquée restera dans les mémoires. Stoppé par le Maroc en demi-finale, le Nigeria repart du Maroc avec la meilleure attaque du tournoi avec 14 buts inscrits. À l'opposé, le Mozambique, qui a réussi l'exploit de se qualifier pour les huitièmes de finale, a montré des lacunes défensives avec 9 buts encaissés. Accrocheuse en défense, l'équipe du Sénégal a récolté 17 cartons jaunes, le plus grand nombre de cartons durant le tournoi et un carton rouge. Le Sénégal est encore cité dans un autre record, fan hors du commun. Michel Kouka Umbola Dinga, avec 438 minutes passées immobile, est devenu l'icône de tout un continent. Immobile durant tous les matchs de la République démocratique du Congo, ce supporter congolais a marqué la 35e édition de la Coupe d'Afrique en se muant en statue vivante à l'effigie de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance du Congo. Au total, il est resté 438 minutes sans se relâcher dans les tribunes. Voilà le Maroc qui a battu en tout cas plusieurs records, même si les Ivoiriens, eux, ils disent qu'ils ont conservé leur trophée de l'ambiance. Voilà. Mais en tout cas au Maroc, c'était une très belle organisation et surtout ce qui m'a marqué, ce sont les 9 stades. Là où avant on proposait 6 stades, comme en Côte d'Ivoire, mais il y avait 9 stades au Maroc. Oui, on s'y attendait de toutes les façons parce que le Maroc a un autre enjeu, c'est l'organisation de la Coupe du Monde, bien sûr avec l'Espagne. Donc c'est un défi pour le Maroc qui voulait vraiment afficher patte blanche et montrer tout ce qui a été fait de beau, de bien au niveau de son organisation. Moi, ce qui m'a le plus charmé, c'est qu'habituellement dans les pays de l'Afrique du Nord, on n'a pas autant de mobilisation. On n'a pas autant de monde dans les stades. Quand on a vu ces 9 stades, c'est vrai que ce n'était pas forcément plein à craquer, mais je dirais que pour moi, c'est un record.
pour une organisation nord-africaine, ce qu'on a vu au Maroc, c'est un record parce qu'on a participé à des compétitions où c'est uniquement quand le pays organisateur joue, je veux dire en Afrique du Nord, qu'on a cette affluence. Au moins cette fois-ci, on a eu la chance de pouvoir voir du public dans des stades où il n'y avait même pas la possibilité de voir le Maroc. Pour moi, c'est une satisfaction, même s'il reste encore beaucoup de choses à faire au niveau de l'affluence pour des organisations de la CAN dans les pays de l'Afrique du Nord. Il reste beaucoup de choses à faire pour la mobilisation, beaucoup de travail pour que les populations puissent comprendre que la CAN, c'est un intérêt pour tous les téléspectateurs africains et il ne faut pas seulement la réserver pour quand il s'agit du pays, de son pays en fait, pour pouvoir aller dans les stades. Et tout à l'heure, nous allons nous intéresser encore à l'édito RTI Sport avec cette fois Henri-Joël Bois. Le temps de prendre votre avis justement sur l'organisation, sur les stades et l'affluence. En tout cas, au niveau des stades, c'était inédit. Au niveau logistique, il fallait donc être armé. Je pense que le Maroc a montré toutes ses capacités au monde afin de dire que ce pays est prêt à accueillir la Coupe du Monde 2030. Maintenant, au niveau des chiffres et des records, c'est une compétition qui a fait la part belle aux attaquants. Tous les grands joueurs présents dans cette CAN-là ont brillé. Vous prenez Brahim Diaz, vous prenez Victor Osimhen, vous prenez Sadio Mané, vous prenez Amad Diallo même pour la Côte d'Ivoire. C'est une compétition où les défenses ont souvent flanché, où des équipes également très peu attendues se sont qualifiées sans forcément remporter de match. Pour parler du Mali, qui a été donc qualifié sans véritablement de victoire, mais une très très belle compétition où on a eu de beaux matchs, on a eu de belles infrastructures, mais vous l'avez si bien rappelé, au niveau de l'engouement, au niveau véritablement de la fête. L'édition Côte d'Ivoire ne s'est pas appelée la CAN de l'hospitalité pour rien. La Côte d'Ivoire détient en tout cas pour l'instant pour moi la palme de la festivité, la palme également organisationnelle. Il nous reste 5 minutes dans cette émission, il n'y aura pas de temps additionnel, donc on va y aller rapidement. Henri-Joël Bois, alors prenez votre temps, hein. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé cette Coupe d'Afrique des Nations, vous en tant que chef d'édition. Alors ça s'est très bien passé. Déjà, pendant les autres compétitions, nous étions habitués à être sur le terrain, notamment lors de l'édition au Cameroun. En Côte d'Ivoire, j'étais plutôt à San Pedro. Mais cette fois-ci, j'étais un peu ici, un peu au niveau de la régie pour coordonner tout ce qui allait se passer sur les différents plateaux. Il fallait déjà faire les conducteurs, veiller à ce que les consultants programmés soient à l'heure. Ce n'était pas du tout évident avec certains, mais bon, on a essayé de leur courir un peu après pour qu'ils arrivent à temps et surtout prendre place ici afin de décrypter tout ce qui allait se passer. On a eu aussi, je dirais, cette expérience de gérer d'autres animateurs qui ne sont pas du service sport. Au début, c'était un peu difficile, mais après, ils sont rentrés dans... ils ont pris le train en marche et tout s'est bien passé. En tout cas, c'était une nouvelle expérience pour moi, gérer de très loin les plateaux, puisque voilà, on était habitué à rester ici en première ligne, mais cette fois-ci, on était un peu en back-office et essayer de coordonner tout ça. C'est une nouvelle expérience que j'ai vraiment aimée et peut-être on essaiera de faire pareil sur d'autres compétitions. D'accord. À côté de vous, on va saluer Magat. Magat, bonsoir, même si vous avez la tête baissée. Ça va? Bonsoir. Vous avez vécu aussi une très belle calme? Oui, effectivement. On était à la coordination de l'édition du soir, c'est-à-dire soir des Cannes. Beaucoup de fois, on s'est parlé pour les aspects du CATI. Ouais. Avec évidemment aussi également les consultants en plateau. En tout cas, tout s'est bien passé. Voilà. Et il y a Roger Stéphane aussi à côté de vous, qui était aussi à Soir des Cannes, on l'a suivi, très virulent. Rester fidèle à notre réputation. Absolument. La difficulté pour Soir des Cannes, c'est qu'il fallait regarder 4 matchs toute la journée et après rendre compte. À un moment, les films des matchs se mélangent dans votre tête. Ça n'a pas été facile, mais enfin bref, on y est allé quand même. Mais on sait pourquoi on vous a mis là, hein, parce qu'on sait que vous pouvez le faire, tout simplement. Et puis il y a le jeune... Vous avez bien fait. Il y a le jeune Jean-Baptiste Assois, qui est à côté de vous également. Très belle expérience. Merci beaucoup. Oui, ça a été une belle expérience de couvrir cette canne-là ici sur le plateau avec les gens du public. Je vais saluer Aflo.
pas, et voilà. C'était tout. En tout cas, félicitations à vous. On va terminer. Tout à l'heure, on aura le temps d'applaudir, de chanter un peu. Mais je propose qu'on puisse aller justement avec les buts. Et d'ailleurs, c'est Mohamed Ballo qui a choisi les 10 meilleurs buts. Il faut dire qu'il y a eu 120 buts au total marqués au cours de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, à la fin de cette émission, avant de remercier toutes nos équipes ici, dès qu'on finit là, pour l'instant, attendez d'abord, mais dès qu'on finit l'émission, vous pouvez vous rendre sur RTI 1 pour rattraper l'émission Lundi Sport Immersion qui se déroule en ce moment et nos équipes ont visité Marrakech pour vous. La grande team, vous retrouverez dès demain jusqu'au vendredi à partir de 20h30 sur la 3. L'heure des tchatcheurs, c'est également sur la 3, lundi, mercredi et vendredi, 10h, 10h45. Et puis votre nouvelle émission, Dimanche de Sport, c'est tous les dimanches à partir de 20h, de 20h à 21h. Vous avez également Fair Play sur RTI. Vous ne pouvez pas vous ennuyer, en tout cas sur les antennes de la RTI en ce qui concerne le sport. Restez scotchés. Merci beaucoup au CNSE qui est resté en notre compagnie. Merci également aux Sénégalais. Attendez que je dise au revoir aux téléspectateurs et puis on va faire le show ici. Voilà. Merci aux équipes de la RTI. Merci à vous, Salif. Merci à vous également. Merci à tous les téléspectateurs pour être restés avec nous. Et puis, on se dit à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Que Dieu vous garde. Le show.